J'ai tout sacrifié, tout. Littéralement, ouais. J'ai perdu des relations sentimentales, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des moments de ma vie où le financier c'était dur. Donc tu sors pas avec les copains, tu peux pas aller en vacances ou autre. Enfin tout. Beau système français, entre guillemets, qu'on valorise et dont on est si fier. Mais en fait, je le voyais petit à petit s'effondrer et je voyais plus du tout la qualité de travail que je pouvais avoir. Et du coup, je me suis posé la question, c'est quoi la monnaie ? C'est quoi l'argent ? Comment fonctionne un peu le jeu vidéo dans lequel je suis ? Comment le gagner ? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, life is a game, tu vois, la vie c'est un jeu vidéo. D'accord. Je veux comprendre le jeu vidéo. Toute ma vie, on m'a dit, Romain, c'est pas possible. Romain, c'est pas possible de changer sans arrêt de poste, de changer de machin commercial. Et je suis quelqu'un de têtu. Tu prends un commercial qui a 30 ans d'expérience, qui utilise pas l'IA. Tu prends un junior qui était formé par moi en école supérieure, il va l'éclater. Oui. Il l'éclate, mais littéralement. C'est un prérequis maintenant. Ouais, c'est un prérequis. C'est pas l'IA qui va te remplacer, c'est celui qui sait l'utiliser. Ouais. Je trouve que si ta situation ne te rend pas épanoui, une journée ça va, une semaine ça va, ça va. Un mois, pose-toi des questions. Si ça fait 3 ans que tu t'emmerdes avec une femme que tu supportes pas, dans un métier que tu supportes pas, avec un environnement qui va pas, c'est qu'à un moment donné t'aimes bien être malheureux. Ou alors change des choses. Bonjour Romain. Bonjour. Écoute, ravi de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Confidence d'un fondateur. Je te remercie. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur et un consultant dans l'IA et le growth, c'est bien ça ? Exactement. Tu aides les boîtes en fait, à créer des SaaS, à faire de l'automatisation intelligente, mettre en place des process métiers, c'est ça ? Exactement. Tu parles d'IA, de Web3, j'ai regardé un peu ton parcours qui est riche depuis que tu commences à bosser. Tu es actif en fait sur la métropole lilloise, donc voilà, par rapport à ce que tu organises l'LM, et par rapport à ta présence aussi sur les réseaux, tu as un startup studio, il y a pas mal de choses, donc je suis ravi d'en découvrir davantage et de savoir un peu ce que tu fais sur ton parcours. Ce que tu défends le plus, c'est de vendre plus et gagner du temps, sans passer trop de temps, c'est ça, sans passer ses journées à couder ou à prospecter à la main, donc pouvoir Exactement. automatiser et passer plus de temps sur ce qui a de la valeur pour l'utilisateur. Comme là, être face à face, par Ouais, exemple. voilà, prendre du temps, prendre du temps pour prendre du plaisir, quoi. Et puis la relation humaine. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui est Romain et comment il gagne sa vie ? Ok, vaste question. Enfin, qui est Romain Écoute, moi, j'ai déjà commencé par mon parcours. Moi, je suis un petit gars du Nord. Je suis né dans le Pas-de-Calais, à Beuvry, une petite ville à côté de Béthune. Et parcours assez classique au départ. Hein. J'ai eu un bac scientifique. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Et suite à ça, après, j'étais infirmier pendant pas mal de temps. Commercial santé. Aujourd'hui, effectivement, mon métier, c'est quoi ? C'est d'être entrepreneur. Donc aujourd'hui, là, je suis cofondateur de La Mine. Je donne des cours en école supérieure, je donne des conférences, je code des agents IA le week-end, Ouais. et je dors un peu de temps en temps. Voilà, écoute, moi, humblement, j'essaie d'apporter de la valeur ajoutée, parce que pour moi, c'est ça, entreprendre. Vraiment, mon sens vraiment d'entrepreneuriat, c'est donner de la valeur aux gens et se faire payer pour, entre guillemets, c'est ce que je résume souvent, c'est vraiment créer de la valeur. Ok, très bien. C'est intéressant ton parcours parce que tu avais commencé en tant qu'infirmier. Ouais. C'est pas commun, quoi, les gens qui normalement restent dans leur bulle. Comment c'est arrivé cette transition vers l'entrepreneuriat, vers surtout un domaine où c'était pas ton domaine académique, quoi. Bien sûr. Déjà, moi, j'ai toujours été curieux. Enfin, quand j'étais gamin, j'avais l'encyclopédie Universalis, je passais des nuits complètes dessus. Quand j'ai eu Internet, avec les forfaits en heures, tu te souviens, à l'époque, on avait un certain nombre d'heures. Ouais. Le 2 du mois, j'avais déjà explosé tout le forfait. J'avais un mère qui pétait les câbles. J'ai toujours été très curieux, très geek, très intéressé à la technologie. Et donc, si tu veux, j'ai passé une dizaine d'années dans le milieu de la santé. Chirurgie cardiaque, bloc opératoire, réanimation, soins intensifs. J'ai fait de l'hôpital à domicile, du soin palliatif. Bref, j'ai un gros parcours là-dessus, gros CV. Et si tu veux, je passais de service en service. Puis chaque fois, je me dis, mais mince, j'ai pas de chance. J'arrive dans un nouveau service, on nous enlève des moyens humains, on nous enlève des moyens financiers, jusqu'à ce que je prenne de la hauteur et que je me rende compte que c'est un système qui était littéralement en train de s'effondrer face à moi. Et il y a ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'acte. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un système qui permet un peu de quantifier en fait, ce que ça coûte un patient à l'hôpital. Moi, j'appelle ça une industrialisation du soin. Du coup, ça s'éloigne de mes valeurs. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, en fait, c'était le système de santé qui est en train de se casser la figure. Ouais.
beau système français, entre guillemets, qu'on valorise et dont on est si fier. Mais en fait, je le voyais petit à petit s'effondrer. Et je voyais plus du tout la qualité de travail que je pouvais avoir. Et du coup, je me suis posé la question, c'est quoi la monnaie? C'est quoi l'argent? Comment fonctionne un peu le jeu vidéo dans lequel je suis? Comment le gagner? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, life is a game, tu vois, la vie c'est un jeu vidéo. D'accord. Je veux comprendre le jeu vidéo. Et donc, je me suis intéressé à la finance, à la macroéconomie. Je me suis intéressé au système des banques centrales, au quantitative easing, au système d'inflation. Voilà, je voulais comprendre un petit peu pourquoi, moi, en bout de course, je pouvais plus soigner les gens correctement. Ok. Et tout ça, ça m'a amené justement à découvrir Bitcoin, à peu près en 2016. Et là, je me prends une claque. Vraiment, je me dis, mais c'est génial. On peut stocker des actifs sans tiers de confiance. Déjà, la partie self-custody, je trouvais ça incroyable. Le fait que ça soit limité, que ça soit de plus en plus rare. Et je me dis, mais en fait, ça peut être la réponse à la problématique d'imprimer de la monnaie de singe. Et tu vois, ça m'a parlé. C'est mon troisième coup de foudre technologique. Ouais. Le premier, c'est ordinateur. Deuxième, c'est Internet. Troisième, c'était Bitcoin. Quatrième, maintenant, c'est l'IA. Ouais. Et donc, suite à ça, je me suis intéressé à ce sujet. J'en ai eu un peu marre de mon métier infirmier. Je sentais que mes ambitions et mes capacités pouvaient m'amener à faire autre chose. Et un jour, j'ai effacé infirmier sur mon CV, j'ai mis commercial. Je suis allé taper aux portes et j'ai passé 2 ans à être commercial santé. Puis suite à ça, une rencontre, une opportunité fait que un porteur de projet me demande de rejoindre sa startup en tant que directeur commercial en 2019. Et puis je lui dis oui. Littéralement, je lui dis oui, ce qui est totalement inconscient, complètement fou. Mais les opportunités, elles arrivent aussi des fois quand tu fais des choses qui sont pas forcément conscientes ou en tout cas pas forcément ce que les gens te conseillent. Et puis suite à ça, je me suis retrouvé à avoir des équipes marketing, je me suis retrouvé à créer des choses. Et puis là, ça fait depuis 2019 que j'ai sauté dans le grand bain de l'entrepreneuriat et j'en suis ravi. C'est bien. En fait, on voit une appétence à la tech depuis le début, en fait. Ouais, Donc, ouais. Et c'est quoi quel domaine tu avais créé la première boîte que tu avais C'était dans le domaine des commerces de proximité, avec un système qui était novateur pour l'époque, mais qui n'était pas time to market. En tout cas, dans le milieu de l'innovation, c'est trop tôt, ça va pas. Trop tard, le marché est pris. Il faut vraiment avoir le bon délai. Ça, je pouvais pas le savoir à l'époque. Mais ça m'a permis de faire mes armes et ça m'a permis de goûter à cette jungle entrepreneuriale dans lequel je suis aujourd'hui comme un poisson dans l'eau. Comment vous avez vécu le Covid qui est arrivé? Parce que moi, je suis aussi dans ce cas-là. Je me suis lancé en 2018. Donc, 2 ans après, en fait, on commence à stabiliser. Puis il y a la pandémie qui arrive. Côté pro, j'ai pas trop senti la différence. Tu vois, on faisait des visios, on s'organisait. Donc, si tu veux, là-dessus, moi, je le voyais pas trop. Côté perso, mais du coup, pro aussi, ça impacte. Ouais, pour moi, c'était très violent. C'était très violent. T'enfermer chez toi du jour au lendemain, avec des politiques de santé sociale aberrantes, à mon sens. En plus, moi, avec mes 10 ans dans le milieu de la santé, ma connaissance des lobbies pharmaceutiques et de la santé au global, je trouvais que c'était vraiment une gabegie. C'était vraiment une mauvaise gestion. Enfin, c'est ma vision des choses. Et nos auditeurs ont le droit de pas être d'accord, d'ailleurs, et tant mieux. Moi, je l'ai vraiment vécu difficilement. Mais après, si on prend du recul, en fait, il y a plein de gens qui se sont retrouvés d'un jour à l'autre chez eux, ils ne savaient pas quoi faire. Ils se sont formés à la crypto-monnaie, ils se sont formés au no-code, ils sont devenus entrepreneurs. Donc en fait, ça a été aussi une formidable opportunité pour tout un tas de personnes. Il y a beaucoup de projets qui sont nés à la maison parce que les gens ils avaient le temps. C'est ça. Et surtout, il y a beaucoup de formations. Les gens se sont formés sur tout ce qui avant, ils n'avaient pas le temps. Maintenant qu'ils sont coincés chez eux, ils ne passent pas le temps dans les transports. Ils ont appris, ils ont en tout cas acquis de nouvelles compétences. Exactement. Et donc, 2019, tu avais créé une boîte, tu m'avais dit. Est-ce que toujours ta boîte, c'est La Mine, c'est ça? Ouais, non, à l'époque, c'était une autre startup dans laquelle j'étais partie prenante, mais c'était pas moi le fondateur. Et effectivement, La Mine, on l'a montée avec mon associé Éloi de Mersman vers, si je ne dis pas de bêtises, c'était été 2022. Donc là, on arrive déjà sur 4 ans. Ça marche. Ça tourne. On a survécu déjà. Qu'est-ce que vous faites chez La Mine? Écoute, en fait, au départ, maintenant aujourd'hui, on développe des solutions logicielles adaptées au vertical métier. On met en place des agents IA. En gros, notre métier, c'est des dealers de temps. On apporte plus de temps à valeur ajoutée. C'est-à-dire tout ce qui est tâches chronophages, bullshit jobs, prospection où tu ajoutes sur LinkedIn un par un. Tout ce qui est répétitif sans valeur ajoutée, on essaye de l'auditer. Et après, vraiment de découper toute la chaîne de valeur, comprendre les process en place et développer des solutions qui permettent de remettre les humains
là où ils ont de la valeur ajoutée, comme là, quand on est ensemble, en rendez-vous commercial, plutôt que d'appeler les gens au hasard, voilà, par exemple. Donc là, aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'on fait. Mais en fait, on a vraiment testé tout un tas de choses depuis ces années. Au départ, on était un incubateur de startup Web3. Après, on a fait pas mal de lead génération B2B avec du go-to-market. C'est-à-dire, on accompagnait nos clients à avoir plus de clients. Et en fait, tous ces différents tests nous ont permis vraiment d'avoir des compétences complémentaires et transversales, nous permettant aujourd'hui d'avoir trouvé vraiment le levier sur lequel on est bon et on a une énorme valeur ajoutée, qui est vraiment de remettre l'humain au centre de tâches à forte valeur ajoutée. Ouais, ça c'est intéressant. Vous êtes positionné à la période où tout le monde cherchait du coup à aller sur l'automatisation, parce que ça s'est démocratisé avec l'arrivée de l'IA. Donc... Exactement. Ok, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier échec, ou si tu dois t'identifier à un échec qui revient souvent et qui te marque et que tu dis bon là c'est... Tu apprends des choses ou... Déjà, moi je vais te parler de growth hacking. D'ailleurs, pour nos éditeurs, le growth hacking, c'est un vilain mot, mais c'est quoi? C'est pirater la croissance. Oui, comment faire en sorte d'avoir le maximum de résultats avec le minimum de moyens humains et financiers. En gros, c'est ça. Et c'est une compétence qui est née, pas dans les amphithéâtres, qui est pas née dans les conférences, qui est née dans le milieu des startups. Et donc moi en 2019, j'ai commencé un petit peu à jouer avec des outils comme Phantom Buster ou autre pour automatiser la prospection. J'ai été, pour te donner du coup un échec entre guillemets si je peux dire ainsi, j'ai été banni de LinkedIn environ 50 fois parce que j'allais trop loin dans les automatisations. Mais ça fait partie du jeu, tu vois. Mais pour moi c'est pas des échecs, ça fait partie des tentatives. Et pour moi quand tu t'es formé un peu au growth hacking, à l'automatisation commerciale ou autre, en fait tu comprends que de toute façon tu peux jamais faire d'omelette sans casser des œufs. Et donc tu vois, moi j'ai des campagnes d'automatisation, des fois ça tombe au mauvais endroit, la mauvaise personne, je me prends un scud, je me fais allumer en messagerie, c'est pas grave, je refais une autre campagne, je refais mieux, et on avance. Ouais, il faut avoir l'esprit butter, quoi, il faut pas s'arrêter au premier. C'est ça. Mais après tu vois, si je veux même prendre la globalité, j'ai eu que des échecs dans ma vie. Je me suis planté tout le temps. Mais c'est génial. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu te plantes, tu apprends une leçon, tu pivotes, tu fais autre chose. Moi, j'ai vraiment une vision de l'échec assez anglo-saxonne, si tu veux. L'échec n'existe pas, à mon sens. C'est juste une tentative non réussie. Non réussie, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est bien. Et à quel moment tu te dis, faire les choses à la main, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut faire et soit dans le domaine de la prospection, c'est là où vraiment tu es plus expert. Tu dis, là, il faut automatiser, il faut aller sur du growth tracking, il faut le faire, il faut le voir. Là, c'est à quel moment tu as vu l'opportunité, en fait? Comment c'est arrivé? Je dirais que dès l'enfance, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que s'il fallait trouver un moyen pour rendre le devoir la veille, rapidos, alors que j'avais 3 semaines ou 1 mois pour le faire, je trouvais toujours des combines. Donc j'ai toujours eu cet état d'esprit-là, tu vois, un petit peu de think out of the box, tu vas trouver d'autres approches, d'autres façons, et je suis fainéant. Pas feignant, je suis fainéant. C'est-à-dire, en fait, je veux le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et donc, c'est par rapport à ça que j'ai exploré des solutions, tu vois, dès 2019, pour automatiser des choses, pour vraiment mettre de l'énergie à un moment donné, pour en mettre moins après. Et donc, ça a toujours été dans mon état d'esprit, ce qui m'a amené à tester des solutions d'automatisation, des solutions pour aller remplir des CRM, pour aller enrichir. Et en fait, au-delà de ça, moi, ce que je dis aussi à mes étudiants, parce que j'enseigne ces compétences-là en école supérieure, je leur dis, par exemple, le growth hacking, c'est pas des outils. C'est un état d'esprit, c'est un mindset. C'est en mode comment tu peux mettre, tu vois, des outils de croissance directement dans ta stratégie. Et tu vois, les Américains, comme d'habitude, les Américains ont 10 ans d'avance sur nous. Pareil, tu vois, dans le milieu startup, il y a ce qu'on appelle le product-led growth. Le product-led growth, c'est vraiment une approche où, en fait, la croissance, elle est déjà dans ton produit. Et j'aime bien sortir une punchline, tu vois, c'est... T'as besoin de marketing quand ton sales n'est pas bon, t'as besoin de marketing quand ton produit n'est pas bon. Dans les deux cas. Et si dans ton produit, t'as un système de parrainage, un système d'affiliation, avec une bonne rétention, avec une petite newsletter, avec machin, en fait, ton produit de lui-même, alors c'est pas si facile que ça, mais il peut s'autopiloter
Et la croissance, t'as plus besoin Ouais. de marketer et de sales. Donc c'est vraiment comment aller Ouais. toucher du doigt finalement cette substantifique moelle, si tu veux, du produit parfait qui se vend tout seul. Oui, c'est ça, il faut cet état d'esprit-là, en fait. C'est ça. Il faut le mettre dans la tête. Et les gens, ouais, c'est vrai que moi, je le vois souvent. Les gens pensent que c'est des outils. Non. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller chercher des outils, mais en fait, il faut avoir l'état d'esprit, il faut avoir la méthodologie, Ça. il faut un apprentissage, en fait. Aucun outil ne remplace Ouais, une stratégie. ouais, voilà, c'est exactement. Ouais, c'est ça, c'est la stratégie, en fait. L'étude de marché. En fait, c'est plus de. Je le vois comme. Et ouais, il faut avoir quand même une petite compétence psychologique, en fait. Et ben c'est d'où là où mes 10 ans dans la santé sont un énorme levier. Parce que quand t'as soigné des personnes âgées qui étaient mourantes, quand t'as eu des enfants qui avaient le cancer, et quand tu passais vraiment de différents types de profils, Ouais. sans empathie, tu peux pas réussir. Hein. Enfin, ou tu pètes un câble. Hein. Et donc cette empathie-là, en fait, c'est vraiment pour moi un super pouvoir pour aller comprendre l'humain qui va tester une plateforme, aller comprendre et se me mettre à la place de mon prospect quand il va lire le mail. Et du coup, à mon sens, vraiment, le marketing, tu vois, j'aime bien remettre un peu de noblesse là-dessus, parce que le marketing, pas toujours bien vu. Tu vois, c'est ceux qui... Enfin, le marketing, en France, c'est pas toujours bien vu. Pour autant, c'est quand même, tu vois, la compétence, tu vois, qui te permet d'aller toucher les gens, aller toucher leur corps, aller toucher leurs émotions. Oui, bien sûr, dans l'objectif de vendre. Mhm. Mais moi, ce que je rappelle, c'est que pareil, commercial... Ils sont liés à la vente et le marketing. Ouais, et d'ailleurs, les Américains, il n'y a pas de différence entre le marketing et les sales. Hein. En France, gauche marketing, à la droite le sales. Non mais les gars, c'est la même chose. Hein. On est tous là pour amener du cash, pour payer les salaires de tout le monde et faire tourner la boîte, Ouais. à la base. Et juste le marketing, il est plus derrière l'ordinateur et le sales, il est peut-être plus devant l'humain. Mais en vrai, pour moi, c'est deux faces d'une même pièce. C'est exactement la même chose. C'est comme, tu vois, il y en a qui séparent gros hacking et business development. Moi, j'appelle ça du gros dev. C'est en fait, tu automatises et après tu fais du business. Mais c'est le même taf. C'est le même, ouais, c'est le même. C'est juste que la façon d'amener les choses, elle est différente. C'est le même job. Hein. Ouais, donc toi, t'es passé de la vente au marketing, au gros hacking. Est-ce que t'es mieux la vente? Ouais, alors moi, si tu veux, j'aime pas le sales en mode porte-à-porte, cold calling, on passe des appels, etc. Et comme je déteste ça, j'ai mis en place tous des process pour ne pas avoir à le faire. Okay. Pour générer des rendez-vous en automatique, pour justement me retrouver le plus vite dans une relation humaine avec quelqu'un qui me connaît déjà un petit peu. Intéressant, ouais. Pour éviter tout ce qui est cold calling, enfin l'appel à froid et embêter les gens. Ouais, emmerder les gens, voilà, être dans le dur. Et me retrouver le plus vite possible dans une relation où la personne, elle me connaît déjà un petit peu, où en fait on a déjà une petite approche, une petite connaissance. Okay. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai commencé à publier sur LinkedIn à peu près en 2019. Parce que je me suis dit, si je publie, les gens vont peut-être s'habituer à moi. Et au bout d'un moment, j'aurai plus besoin de prospecter et peut-être qu'ils vont s'intéresser à ce que je dis et directement venir dans mes messageries. Okay. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment créé un réseau et système de bouche à oreille qui fait que j'ai des prospects presque qui viennent par moi automatiquement sans plus que je travaille. Ok. Donc les gens viennent pour que tu les aides à créer des SaaS, à automatiser, à créer des agents. C'est ça. Pour les gens qui viennent te voir, en fait, qu'est-ce que tu vois c'est quoi le problème le plus douloureux qu'ils ont, en fait, à part peut-être le temps? Ouais. Alors si on est très très focus IA, et après on reprendra un peu une vision un peu plus macro. Sur la partie IA, aujourd'hui, le truc c'est qu'il y a énormément de bullshit. Il y a tout et n'importe quoi. Tu le vois en ce moment sur LinkedIn, en l'occurrence. Claude Code a automatisé, nanana, me sert le café, va promener mes chiens et va avec mes gamins chez ma belle-mère. Non mais les gars, arrêtez, calmez-vous, on va se calmer. C'est sur LinkedIn, ça. Ouais, c'est ça. Et puis, oui, mais Romain, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que je prends Mistral? Est-ce que je prends ChatGPT? Est-ce que je prends Claude? Je fais, écoute, apprends à prompter, apprends la base. Et donc, en fait, si tu veux, t'as un peu une sorte de dissonance cognitive entre ceux qui font des trucs où ils disent qu'ils font des trucs, mais ils en font pas tant que ça, et ceux qui voudraient faire des trucs, mais qui savent pas à qui avoir à faire. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, moi, ce que j'apporte, c'est vraiment, j'essaie d'apporter une certaine légitimité. Moi, ça fait quand même des années que je suis dans la tech, j'ai aussi une vision vulgarisatrice, et je balaye tout ça en reprenant un petit peu les choses du départ. Ok. Donc là, aujourd'hui, moi, je te dirais, un des problèmes par rapport à l'IA, il est là. Et les entrepreneurs, quand ils viennent, c'est quoi la douleur en fait qu'ils ont? C'est qu'ils savent pas en fait. Ils savent pas quel sens jouer, ils savent pas qui croire, ils savent pas qui faire confiance. Okay. Ça, c'est très IA. Et après, au niveau macro, je dirais que la plupart des entrepreneurs, ils ont du mal, et ce qui est logique, hein, à avoir du recul sur leur propre activité, sur leur process,
sur leur façon de travailler, parce qu'ils vont utiliser un logiciel, un autre pour la facturation, un autre pour le CRM. Et en fait, ils se rendent plus compte que leur façon de travailler, c'est une façon de travailler d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans et qui pourrait améliorer les choses. Et en fait, moi, j'en vois plein qui veulent automatiser, mettre en place des agents IA. Moi, je leur dis non, ça sert à rien aujourd'hui. On va aller juste plus vite dans le mur. Ok. Et en fait, je leur dis non, on reprend la base, on revoit un petit peu comment vous travaillez au quotidien, quelles sont vos fiches de poste, comment vous travaillez avec vos collaborateurs. Et une fois qu'on a vraiment une compréhension de votre expertise métier et de vos process de travail, là seulement, après, on peut aller un peu plus loin et commencer à réfléchir à mettre en place des agents. Ok. C'est quoi les technos que tu conseilles du coup souvent? En termes au global, Ouais, par exemple sur de l'agentique, par exemple, sur des agents IA, comment tu vois les choses? Après, ça dépend si c'est fait par un des externes ou si c'est fait en interne, tu vois, c'est toujours pareil. Nous, on a, enfin, j'en parle pour nos éditeurs, ça peut leur parler, c'est un bon insight. On a un outil qu'on utilise beaucoup qui s'appelle Relevance. Okay. Et l'avantage de Relevance, c'est que c'est bien moins complexe que du N8N, du MEC ou du Zapier. Tu vois, un non-tech qui n'a pas 10 ans d'ingénieur dans les mains, peut réussir à bricoler quand même des choses sympathiques. Ouais, donc là, sur la partie agentique, je dirais Relevance. Après, Manus. Manus, c'est quand même incroyable. Pareil pour des non-tech. Ouais. D'ailleurs, il a été racheté par Meta dernièrement. C'est l'agent IA le plus grand public qui peut te faire des slides, qui peut te faire... il peut même t'aider à écrire un livre, il peut t'aider à rédiger des posts. C'est un agent qui est quand même assez polyvalent et assez accessible au plus grand nombre. Ouais. Donc je parlerai de Manus. Aujourd'hui, Claude. Claude est vraiment définitivement incroyable. J'utilise quasiment plus ChatGPT, personnellement. J'utilise pas mal Claude. Et bon, Gemini est pas mal, c'était la suite pro. Tu vois, il est inclus dans ton business. Dans ton space. Et qu'est-ce que je veux dire, Perplexity et Comet. J'aime beaucoup. Comet et Perplexity sont vraiment très pratiques pour aller chercher beaucoup de volume de data rapidement. Donc moi j'aime bien ce côté moteur de recherche, moteur de réponse, pardon. Perplexity, je l'appelle moteur de réponse, qui va aller fouiller dans tout le web. Et en fait, dans mon workflow, je vais récupérer toutes ces informations-là que après je remets dans un autre assistant, dans un autre agent. Ouais, effectivement, c'est pas là. En fait, c'est du coup selon leurs besoins, peut-être s'ils ont besoin, s'il manque de leads, donc. Si on va monter l'idée, je vais faire un petit coup de pub pour nos partenaires de Yadulink, qui est un outil accessible, contrairement à Wallaxy qui coûte quand même un petit peu cher, et qui te permet d'automatiser tes demandes de connexion entrantes, tes demandes de connexion sortantes. Tu peux même automatiser tes visites. Donc quand tu fais des posts LinkedIn, tu fais de l'inbound, il y a quelqu'un qui vient visiter, j'envoie une demande de connexion automatique. Salut, qu'est-ce qui t'intéresse? Prospection, IA, ou juste par curiosité. Et à la fin, je disqualifie. Donc ce qui me permet du coup aussi d'automatiser les gens qui viennent me visiter. Ok. Donc en fait, quand on vient te voir, donc tu fais audit, tu fais un audit, tu essayes de voir le problème. Ouais. Tu mets en place une stratégie selon le besoin. C'est ça. Et là, tu orientes vers des solutions qui existent. Exactement. Et après, tu t'accompagnes via de la formation, la mise en place. Exactement, c'est ça. Okay. On a vraiment une vision 360. C'est-à-dire que je peux arriver vraiment en tout début de valeur sur de la culturation. Ouais. En mode, bonjour Monique. Ça va aller, tranquille, l'IA, elle va pas te tuer, Terminator va pas arriver, et tu rassures ta culture. Tu vas parler de la conférence de Dartmouth, tu vas parler de l'historique, tu vois, qui amène jusqu'à aujourd'hui en expliquant que l'intelligence artificielle, c'est une vieille technologie, si je peux m'exprimer ainsi. C'était bien avant ChatGPT, donc je peux arriver vraiment au tout début pour rassurer, jusqu'à de l'implémentation complexe ou développer carrément une solution logicielle tout en un. Donc vraiment, on peut commencer vraiment du tout début de la chaîne de valeur jusqu'à assez loin avec des bons petits devis bien sympathiques et vraiment des choses quand même assez denses. Ouais, c'est bien. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que grâce à l'IA, on peut mettre en place rapidement des prototypes. En fait. On n'a plus cette barrière à l'entrée qu'on avait avant parce qu'on avait besoin d'un développeur. Maintenant, il y a beaucoup d'outils no-code, de l'IA en place. C'est-à-dire que en se débrouillant un petit peu, si on est à l'aise avec l'ordinateur, avec les nouvelles technos, de démarrer quelque chose en fait. Est-ce que toi qui codes tous les week-ends, je vibe code. Tu vibe code en tout cas tous les week-ends. De toute façon, vibe coder maintenant, c'est ce qu'on appelle c'est coder. Hein. C'est ça. Pareil. De toute façon, avant il fallait écrire du code parce que il fallait connaître comment pour pouvoir arriver à une fonctionnalité. Maintenant, il suffit juste d'exprimer la fonctionnalité, qu'on a le code, mais
Le code-là, même si c'est une IA qui a généré, ça reste quand même ton idée, en fait. Pour moi, ça s'appelle vibe codé, mais voilà, au final, c'est le nouveau langage c'est de programmation, c'est l'anglais. Ouais, c'est ça. En fait. Attends, ouais, c'est ça. C'est le langage naturel, quoi. C'est L'anglais ou du français, ça peut marcher aussi. Euh, est-ce que tu as déjà, toi, lancé un MVP comme ça, en mode no-code, rapidement, pour le tester et aller directement sur le marché, Ah voir bah ce ouais, que ça donne? je fais ça, enfin mon temps libre est dédié qu'à ça quasiment. Ouais. J'ai encore développé un autre SaaS ce week-end, je me suis amusé dessus. Et en fait, là aujourd'hui, on a plus une approche chez la mine où en fait on commence déjà à développer des outils en interne qui répondent à nos propres besoins. Ouais. Donc là, à l'heure où je te parle, on a un outil qui envoie 25 articles de blog SEO tous les matins. Ok. Donc ça part sur différents sites. On en a un qui fait de l'analyse SEO, on en a un qui fait de l'analyse GEO pour voir si on apparaît dans les moteurs de langage. Oui. On en a un qui automatise la prospection, on en a un qui t'aide à rédiger des posts LinkedIn, on a un qui t'aide à gérer des événements. Donc là aujourd'hui vraiment on développe tout ça en interne. On en a quelques-uns dont Gamma Formation dans lequel on a plus de 500 utilisateurs et là on est encore en freemium. Mais c'est un outil vraiment d'apprentissage et avec plus de 20 heures de formation sur l'IA où là on l'a confronté au marché. Ok. Les autres vont arriver là bientôt en go-to-market. Et donc ouais, on a aujourd'hui une trentaine, voire même une quarantaine d'outils en interne, dont certains, je te dis, commencent à arriver en go-to-market. Ok, bah, c'est pas mal. Du coup, ça, tu confirmes quoi? C'est grâce à l'IA, no code. Ah ouais. Mais moi je suis un non-tech, même si ça veut plus rien dire aujourd'hui, parce qu'on est tous le tech et le non-tech de quelqu'un. Ouais. Pour un DevOps, il va me dire non mais Romain t'es pas un tech. Ouais. Pour moi, par exemple. Ouais voilà, toi tu vas me dire Romain t'es mignon mais t'es pas un tech. Pour Josiane à la compta, va me dire Romain t'es un tech. Tu vois, c'est des différenciations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui quelqu'un comme moi qui est créatif et qui n'a pas de formation initiale dans le développement logiciel, ce qui est intéressant c'est que je peux aller tellement loin en développant la solution qu'un humain en voudrait. Et après je repasse le bébé à un tech comme toi qui dit Romain il y a plein de failles. Oui, je sais. Vas-y, corrige les failles. Ouais. Mais ce qui est C'est intéressant... dur à trouver. Hein. Comment ? C'est dur à trouver quand même les gens tech qui veulent prendre des projets vibe codés. Maintenant, on les voit sur Google, par exemple, si tu marques vibe coding, tu vas avoir des sites spécialisés pour aller reprendre ton code. Mais généralement, par exemple, si tu viens... Après, je pense que c'est des Indiens ou c'est des gens qui sont pas en France en tout cas. Mais en France, c'est dur. Hein. Moi, j'en parle avec une agence d'édition de logiciels justement qui crée des sites web, des applications, ça c'est pour les startups. Ils me disent maintenant ils ont beaucoup en fait, la plupart en fait, plus de 50% des gens qui viennent les voir, c'est parce qu'ils ont commencé un truc en vibe coding qu'il fallait le reprendre. En fait eux ils disent bah, très bien, tu as fait quelque chose, mais on va le recommencer de zéro parce que nous on voit ce que tu veux dire, ça veut dire que ça nous parle, on sait, tu n'as pas besoin de l'exprimer, on le voit. Mais on va devoir le refaire parce que c'est pas sur des nouvelles technologies. Et c'est là tout l'intérêt. Ouais, ça va. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, c'est un point de rencontre formidable entre les marketeurs, les sales, la vision business, qui eux parlent à l'humain. Tu vois, ils arrivent à parler à un humain, pas un agent, hein, pas un robot, mais ils arrivent à parler à l'humain. Et le tech, qui a peut-être un peu moins de facilité à comprendre le brief client, à comprendre, mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête, ce client, je comprends pas. Il veut un bouton là et machin, je comprends pas. Et ben là, en fait, le tech, en fait, il va se retrouver avec une solution où il voit directement la user story, comment est le dashboard, quel bouton on veut ou autre. Donc, en fait, on a une maquette. Donc, normalement, les agences ou les techs devraient dire, mais génial, on sait déjà ce que le client il veut à la fin, quelque part. Donc, en fait, quitte à reprendre à zéro, et c'est pas grave, mais on repart pas de zéro, on repart avec vraiment la vision de la plateforme finale. Ouais, finale, ouais. Ok. Donc pour moi, c'est vraiment un point de rencontre génial. Et moi, je te dis, je parle à des techs, on parle le même langage, on parle de GitHub, on parle de machin. Et en fait, je me rends compte que maintenant, on se comprend mieux. Ouais. Les techs et les non-techs. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de ratés ou pas? Ah bah oui, forcément. Et d'ailleurs, c'est aussi forcément mon rôle de dire à notre auditoire d'être vigilant là-dessus. Pour faire un minimum viable product, une maquette, voilà, un truc quand tu développes pour toi, le vibe coding, c'est génial. Par contre, si tu veux le lancer en production et que tu n'as pas un directeur technique, que tu n'as pas un tech derrière, c'est ultra risqué. Ouais. Parce qu'il y a des failles partout. Ça commence à s'améliorer parce que tu as aussi de plus en plus des outils comme Cloud ou autre qui te permettent d'aller backer un peu ton code. Mais moi, j'ai toujours un principe qui me vient de mes 10 ans dans la santé. Tu ne délègues que ce que tu es capable de faire toi-même. Donc, si tu envoies ton stagiaire infirmier
faire une prise de sang, c'est que tu vérifies qu'il est capable de le faire et que toi, tu es capable de voir s'il sait bien le faire. Donc, si tu développes du code, mais que tu n'es pas capable de lire le code, bah, en gros, dans la santé, tu tues quelqu'un, là, tu tues pas, mais tu peux avoir des bases de données ou des choses assez dramatiques qui peuvent arriver. Ouais, du fil de données. C'est ça. Donc, moi, je dis toujours, aller assez loin. Si c'est une landing page, tu fais ton portfolio en vibe coding, il n'y a pas d'impact. Aucun intérêt. Tu fais un super joli truc, ou t'es boulanger, t'as fait ton site en vibe coding, super. Enfin, il n'y a pas de problème. Ouais. Par contre, si tu as des données financières, des connexions Stripe, des mails, des informations, et que tu commences vraiment à avoir une solution logicielle, c'est là, au moment donné, où je dis, voilà, vous pouvez aller jusqu'à tester avec les utilisateurs alpha, mais commercialisez pas, parce que sinon, là, vous allez au-devant de grands dangers. Ouais, ok. Donc, pour toi, c'est quoi un produit automatisé, fini? C'est quoi exactement? C'est un micro SaaS bien ciblé qui a des fonctionnalités, qui répond à des vrais besoins. Enfin, un agent IA pertinent qui raconte pas des conneries. Ouais. Moi, je dirais, c'est mon approche depuis toutes ces années. Je dirais que la technologie, je l'aime quand on l'oublie. C'est-à-dire que moi, quand je mets la clé sur le démarreur, j'y connais rien à la mécanique, je sais pas ce que c'est un joint de culasse. La voiture, elle démarre. Ouais. Et je suis content, elle démarre, tu vois. Et peu importe. Tu vois. Et moi, je pense que la technologie, c'est la même chose. Pourquoi ChatGPT a explosé ? Pour moi, c'est l'expérience utilisateur, parce que Tata Monique, Madame Michu, elle pouvait utiliser ChatGPT de manière la plus simple possible. Ouais. Et donc, pour moi, la technologie, moins l'utilisateur final la voit, au mieux elle est. Ouais. Et donc, moi, j'aime bien ces interfaces qui sont tellement fluides qu'on oublie littéralement qu'il y a la technologie derrière. Ouais. C'est vraiment ma vision. C'est parfait, c'est pas mal. Ouais, c'est pour ça il y a des gens, leur métier, c'est ça, c'est l'UX en fait. C'est ça. C'est comment simplifier pour l'utilisateur quelque chose qui est très compliqué. Donc, pour toi, en fait, là, ce que tu vois, là, tu m'avais parlé tout à l'heure de la prospection, tu m'as parlé, en fait, tu l'as dit clairement, mais si demain, un entrepreneur qui devrait se lancer parce qu'il a créé sa boîte, sa startup, il est tout seul, ou ils sont deux, mais ils n'ont pas le temps de recruter, ils n'ont pas l'argent, donc ils peuvent déjà commencer à automatiser certaines choses pour qu'ils puissent avoir du temps. Pour toi, ils doivent commencer par quoi ? Le sales, la vente. Commence par vendre. Ok. Sales and think later. Point. Enfin, en France, on a des super ingénieurs qui développent des joujoux pendant 10 mois que personne n'utilise. Et l'Américain, il va dire, je le vends, s'il y a quelqu'un pour l'acheter, je vais le développer. Je pense comme les Américains. Ouais, c'est sur le Silicon Valley, là. Je vends d'abord. Ah, il y a des gens qui sont prêts à payer pour. Peut-être qu'il y a un intérêt, peut-être que je vais le développer. Mais comment tu fais, en fait ? Alors, moi j'arrive pas, en fait, à aller dire aux gens, acheter un truc que je ne l'ai même pas testé, je ne sais pas à quoi ressemble. Est-ce qu'il va marcher, il ne va pas marcher ? Surtout quand on est sur des technologies de rupture. Après, c'est si on a une petite fonctionnalité, ça va. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas à quel moment tu te dis, bah là, c'est le moment d'aller tester le marché. Est-ce que le plus vite possible. Il faut avoir minimum une feature qui fonctionne. Ouais, t'as une fonctionnalité, la key feature, d'où l'intérêt d'avoir la key feature en tête. Une, pas deux, pas trois, une fonctionnalité. Et tu rencontres ton marché, t'y vas. Ouais. Moi, j'ai une approche vraiment, et j'aime bien citer Audiard, un con qui marche, il ira toujours plus loin que deux esprits brillants qui restent assis. Et j'en vois plein des entrepreneurs. Ah, mais tiens, je vais faire ça, mais après, je vais me former, puis je vais faire ci, puis après, je vais lancer. Non. Stop, tu arrêtes. C'est soit tu te lèves, tu y vas maintenant, soit tu n'iras jamais. Et donc, moi, j'ai toujours l'approche vraiment de se confronter au marché le plus vite possible. Et je peux donner un petit conseil à tous les entrepreneurs qui se lancent. Moi, j'ai vraiment une vision, commence déjà par faire 10 interviews qualitatives. Tu vas aller voir ton marché. Tu lui dis, oui, écoute, moi, je vais t'écouter. Il faut écouter tes problèmes. Déjà pour voir si mon hypothèse sur tes problèmes, elle est réelle. Et en fait, tout le monde adore se plaindre. Tu leur dis, bah, écoutez, voilà, je vais vous écouter vous plaindre pendant une demi-heure. T'en fais 10. Ces 10 interviews qualitatives de ton marché adressé, déjà, tu as une vision un peu plus globale. Tu as parlé des humains. Ouais. Après, tu peux faire du coup un formulaire. Tu peux utiliser un outil comme Tally. Et ton formulaire, tu vas faire du quantitatif. Tu vas envoyer des outils, des machins. Tu l'envoies à 100 personnes. Et là, tu vois combien ils sont prêts à payer. Tu vois si leur problème il est douloureuse, urgent et reconnu. Et à partir de là, déjà, tu as une bonne base de travail. Ouais. Ça remplace tous les business plans, ça remplace tous les hypothèses de marché, le machin. Tout le prévisionnel. Ouais. Une fois, j'étais jury chez Alira, qui est un organisme de certification professionnelle sur la blockchain. Ouais. Tu vois, où c'est un peu des graines de start-upers. Et je vois des gars qui ont une super idée, traçabilité dans le monde des bovins. Ok. Ok.
tout à côté. Il y avait rien calé, mais vraiment rien calé. Et je leur dis, je leur rentre dedans, mais gentiment. Je leur dis, écoutez, vous avez un investissement à faire. C'est 3 paires de bottes. Le gars, il fait, comment ça, Romain? Je dis, ouais, ça montre que vous ne connaissez pas votre marché. Allez acheter une paire de bottes chacun, allez dans la boue, allez sentir le fumier, va à ton marché, va au cul de la vache, va écouter le fermier pour ses problématiques de bovins. Ouais. Il se retrouve qu'il y en avait un des leurs qui avait un voisin à côté de chez lui. Il est allé prendre sa paire de bottes, il est allé l'écouter. Le mec lui a dit, mais justement, je passe une journée par mois, nanana, nanana. Il a écouté tous ses problèmes, ils sont revenus en rattrapage, projet brillant. Ok, bah y a pas de, c'est pas une recette miracle quoi. Il faut. Ton marché a toujours raison. Ouais, il faut y aller le voir, il faut aller le rencontrer en fait. Mais pour moi, le plus gros risque, c'est de rester 6 mois, 1 an dans sa chambre, dans son bureau, dans sa cave ou j'en sais rien, avec plein d'hypothèses sur le marché. Et en fait, tes hypothèses ne sont que des hypothèses. La réalité, elle est quand tu te sors de chez toi, quand tu vas rencontrer les gens, quand tu vas sur le terrain. Et moi, c'est vraiment mon approche. Le terrain a toujours raison. Ok. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas automatiser selon toi? L'humain. Bah ça, on ne le peut pas, de toute façon. Ouais, mais il y en a qui veulent, tu vois. Enfin, je vais donner un exemple. Alors, les relations humaines. Les relations humaines, ouais. Je vais donner un exemple. Il y avait une boîte qui proposait de l'automatisation avec un agent IA sur les process de recrutement. Ouais. Moi, je suis entrepreneur. Les recrutements, c'est plus mon truc de mon côté. Mais si un jour j'arrivais et que je suis en processus de recrutement, que je vois un agent IA, au revoir. Moi, je me dis, mais c'est quoi ta politique de ressources humaines dans ta boîte? Le premier contact avec ta boîte, c'est je vois un agent IA qui m'enregistre, mais c'est mort. Moi, je me barre. Tu vois, t'as beau me dire que t'as un baby-foot, du café, des tickets resto, je le sais déjà que ta politique de ressources humaines, elle est mauvaise. Tu m'envoies un agent IA dans la tronche alors que c'est la première image que je me fais de ta boîte. C'est mort, je me barre, tu vois. C'est ça, ouais, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la relation humaine, c'est vraiment quelque chose que je veux pas automatiser. Donc c'est là la limite entre automatiser et pas automatiser. Moi, justement, j'automatise tout ce qu'il faut pour passer plus de temps avec des vrais humains. Ok. Mais ouais. Ouais, et c'est où tu mets le curseur entre l'automatisation et l'efficacité pour dire, bah là ouais, il faut qu'on continue à automatiser parce que c'est efficace, là c'est pas efficace. Est-ce que t'as un cas concret qui t'a... Alors, j'ai pas de cas concret, mais c'est vraiment que de l'A/B testing. Tu vois, par exemple, tu peux avoir... par exemple, une campagne d'automatisation commerciale sur un domaine qui va bien marcher pendant 2-3 mois, puis après, d'un seul coup, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut vraiment réadapter. Donc, gérer, c'est vraiment un processus d'itération permanent. Tu vois, tu peux pas... Il n'y a pas de vérité absolue. Okay. La seule vérité, c'est d'avoir ces indicateurs de performance, en plus, si on parle en plus d'IA, moi, je suis vraiment vigilant sur le human in the loop. À quel moment donné tu mets un humain pour avoir un contrôle sur ce qui se passe. Ouais. Et moi je le vois, par exemple, on va reparler de LinkedIn, je vois des commentaires IA éclatés au sol. Oui, je suis d'accord, blablabli, blablablou, les commentaires ils sont nuls, et les gens ils commentent tout avec de l'IA, ça n'a plus aucune valeur. Ça, je vois ça aussi, ouais. T'as l'impression que c'est devenu Moldbook. Moldbook qui est le réseau des IA. LinkedIn, c'est devenu Moldbook, des IA qui parlent des IA. C'est un post écrit par ChatGPT, et l'autre, c'est un commentaire IA qui répond à une IA. Chez les gars, ils sont où les humains? Ça va pas. Donc ça me saoule. Par contre, oui, moi j'utilise l'IA. J'utilise l'IA pour rédiger mes posts LinkedIn, mais c'est une aide. Après, je rajoute mes punchlines, je rajoute ma blague, je remets ma patte. Ouais. En fait, moi j'ai du mal avec le copier-coller pur et dur. Ouais. J'aime bien remettre une patte. Et en fait, quand tu lis mes posts, oui, bien sûr que j'utilise de l'IA pour les rédiger, mais tu sens toujours qu'il y a du Romain dedans, tu vois. Ouais. Et les gens, ils me disent toujours Romain, même dans ta façon de rédiger, dans ta façon... On sent qu'il y a toi derrière. Ouais, il y a ta personnalité. C'est ça. Ouais. Bah, on l'entend, ouais. Est-ce que là, dans ce que tu vois, en fait, par rapport au projet que tu avais accompagné, est-ce que tu recommandes à chaque fois de mettre de l'IA en place dès le départ? C'est-à-dire qu'il faut faire des solutions IA natives, ou tu dis bah il faut déjà aller voir, comme tu dis tout à l'heure, le produit, voir le besoin, est-ce qu'il y a un marché, une key feature, et après voir est-ce que l'IA répond ou pas. Enfin, je ne sais pas comment exprimer en fait la question, mais est-ce que tu conseilles de faire de l'IA native dès le départ? Alors, pas forcément.
pas forcément. Il y a des cas dans lesquels l'IA n'a pas forcément d'impact. Par contre, dans sa façon de travailler, oui. AI native. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends un commercial qui a 30 ans d'expérience, qui a beaucoup de background, qui a beaucoup, il y a beaucoup d'expérience, qui n'utilise pas l'IA. Tu prends un junior qui était formé par moi en école supérieure, il va l'éclater. Oui. Il l'éclate, mais littéralement. C'est un prérequis maintenant. Ouais, c'est un prérequis. Donc, tu vois, pour moi, tu vois, c'est un peu comme, j'ai vu il y a pas longtemps, il y avait une fiche de poste de Microsoft qui demandait Lovable. Pareil, dans les boîtes de plus en plus, tu demandes d'avoir des compétences sur Notion. Donc, en tant qu'individu, on doit être AI native, mais vraiment, hein, c'est vraiment devenu pour moi une nécessité. Enfin, encore que, si t'es boulanger ou que t'es charcutier, bon, encore une fois, c'est pas forcément ton cas, mais encore que, tu vois, t'as des métiers même aujourd'hui dans le BTP. Moi, j'ai des potes à moi qui sont dans le BTP, qui ont de l'agentique, qui utilisent ChatGPT pour avoir les normes, les machins. Donc, en fait, il y a énormément de métiers. Je sais pas si t'as vu, là, il y a pas longtemps, il y avait une sorte d'infographie d'Anthropic sur les métiers qui étaient remplaçables par l'IA. Ouais, j'avais fait un article là-dessus. Ok, top. Donc, vraiment, l'IA, pour moi, se former, c'est devenu nécessaire. C'est comme Internet il y a 20 ans. Moi, aujourd'hui, si j'ai la chance d'être là devant toi et d'avoir tout mon parcours, c'est parce que j'ai eu la chance, à un moment donné, d'avoir eu Internet, d'avoir eu la curiosité de me former par moi-même. Donc, l'IA devient pour moi une nécessité. Sauf si t'élèves des chefs dans le Larzac. Et j'adore les chefs dans le Larzac. Mais si tu veux être dans notre monde à nous et que tu veux jouer à armes égales avec les gens qui sont autour de toi, t'es obligé à un moment donné de te former à l'IA. T'as pas le choix. Okay. Et c'est pas... J'aime bien cette phrase, même si elle a été reprise à tort à travers. C'est pas l'IA qui va te remplacer. C'est celui qui sait l'utiliser. Ouais. Ah, c'est ça se dit souvent ça en fait. Et en fait, moi je vois beaucoup d'entrepreneurs, de start-upers par exemple, qui vont, grâce à l'IA, voilà, ils discutent avec, donc ils ont pu développer leur idée, confronter l'idée à ce qui existe sur le marché, sur les solutions américaines. Donc ils ont un cahier des charges blindé qui fait 30 pages, etc. etc. Ils vont mettre en place de l'outillage no-code, un MVP, etc. pour qu'ils ont un site web, une landing page, voilà, ils ont tout, mais ça marche pas derrière, il n'y a pas de résultat. Pourquoi ? Si j'avais la réponse, je serais peut-être milliardaire. Non, mais est-ce que tu vois là où il y a le souci en fait ? Ouais. Parce que peut-être ils mettent pas le focus sur autre chose qui intéresse, enfin peut-être sur le besoin. Peut-être le besoin, il est, on va dire, il est pas bien cadré, ou ce qui peut-être ils vendent pas assez, parce que peut-être ils se sont mis toute leur énergie sur le make, c'est-à-dire qu'ils ont crié, mais ils ont pas fait d'efforts pour vendre. J'ai envie de te dire, de mon expérience, 11 fois sur 10, le problème il est humain. Ouais, c'est vendre. C'est tout. Enfin, c'est comme, tu vois, dans la cybersécurité, tu connais la blague, hein, 99% des problèmes se trouvent entre l'ordinateur et entre l'écran et entre le siège. C'est pareil dans le business, hein. C'est qu'à un moment donné, il y a toujours une erreur humaine, où effectivement tu t'es focus sur ton produit et pas sur ta vente, où ton marché a évolué et puis t'as pas su l'écouter, où t'as eu des embrouilles avec ton associé et que t'as pas fait un bon pacte d'associé au départ et après ça devient la guéguerre, où t'as à un moment donné, j'ai encore vu des boîtes il y a pas longtemps qui ont explosé en pleine croissance. Parce qu'en fait, ils ont mal géré leur recrutement. Et en fait, derrière, ils avaient un process qui est d'onboarding des nouveaux collaborateurs qui n'était pas efficient. C'est toujours une problématique humaine. De toute façon, tu peux pas te remettre derrière, oui, c'est à cause de la tech, c'est à cause de machin. Tu as toujours à un moment donné un humain qui a fait une erreur. Ou en tout cas, qui n'a pas pris le bon pivot et qui n'a pas su exploiter peut-être les bons filons. Okay. Donc moi, je dirais vraiment, ce qui importe dans le monde d'aujourd'hui, c'est de l'agilité. Tu vois, je te parle pas de faire des pirouettes. Je te parle vraiment. Tu vois, je dis souvent à mes étudiants en école supérieure, je leur dis, votre métier de demain n'existe peut-être pas encore. Les 30 ans dans la même boîte, c'est fini, ça n'existe plus. C'est la génération, j'ai mon CDI, je sais pas quoi, je vais rester 40 ans. Non, c'est mort, c'est fini. Tu vois, je suis le meilleur exemple, tu vois. Enfin, le meilleur, peut-être pas, mais en tout cas, j'en suis un exemple. Infirmier, commercial, entrepreneur, je donne des cours en école supérieure. Je suis toujours agile, tu vois. Je me forme vraiment de manière... ma vie, c'est vraiment une formation continue. Donc, à mon sens, c'est vraiment ça qu'il faut avoir comme approche en pouvant, tu vois, toujours rebondir sur tes pieds, quoi. Ok. Donc, si je résume, il faut confronter tes idées au marché, donc il faut aller. Ouais. Donc là, tu m'as parlé des interviews qu'il faut mettre en place,
aller voir ton terrain, commencer rapidement ton MVP avec du no-code, de l'IA, vibe coder, aller tester ça, est-ce que ça marche ou pas, est-ce qu'il y a un marché. Ensuite, ne pas se focaliser sur le produit parce qu'il faut moins, tu l'as parlé de la feature, la fonctionnalité clé Exactement. qu'il fallait vendre. Et du coup, une fois que tu l'as, il faut aller la vendre et automatiser ensuite ta prospection pour que tu puisses avoir du temps. C'est ça. Et ensuite, vers la fin, on s'est dit quoi que il faut pas, il faut trouver en fait l'équilibre entre automatiser et ne pas automatiser pour ne pas mettre l'humain du côté. Et, est-ce que du coup, une fois qu'on a mis ça, enfin, normalement c'est le parcours idéal hein, pour que tu puisses quand même réussir à avoir des résultats. Ceux qui, par exemple, qui ignorent en fait, je pense que si tu zappes une de ces étapes, il y aura un problème parce que généralement c'est ce qu'on voit. Hein, si tu zappes la prospection, tu n'auras pas ta vente, elle est cassée. Si tu zappes, même si tu as des prospects, mais tu prends pas le temps d'aller les voir, ça aussi c'est quand même il faut un effort hein, pour dire je mets de côté tout ce que j'ai à faire parce qu'il faut que j'aille avoir mes prospects. Et du coup, tu dois te mettre dans une programmation neuronale pour que tu puisses être préparé à aller vendre ton produit. Mais qu'une fois qu'on a ça et qu'on a envie de scaler, donc là, on a trouvé notre marché et que là, on va aller de l'avant, on va essayer d'aller toucher plus de monde, donc là, grâce à l'automatisation. C'est quoi les erreurs que tu vois plus souvent chez ceux que tu accompagnes? Alors déjà, si on parle du milieu startup, parce que là on est un peu sur ce créneau-là, jamais lever trop vite. Quand tu lèves des fonds trop vite, moi j'en ai vu, hein, surtout à l'époque à la grande époque du Web3, de la blockchain. Il y avait de l'argent. Tu mettais des Pokémon dans un métaverse avec des chiens qui faisaient pipi dans un multiverse, tu levais 3 millions d'euros. Mais derrière, ton produit servait à rien et ça répondait pas à un vrai enjeu. Et puis, t'as l'impression d'avoir gagné, ça y est, hein. T'es à Dubaï, t'es à machin, t'as des centaines de milliers d'euros ou même quelques dizaines de milliers d'euros sur le compte pro de ta startup. Ça y est, t'as gagné, t'es trop malin. Bah non, mon gars, c'est là que les emmerdes commencent. Donc moi, j'aime bien cette approche de bootstrapper. Tu commences à la dure, tu commences vraiment avec le minimum de moyens humains et financiers. Et d'ailleurs, t'es pas obligé de lever des fonds, mais si en tout cas tu dois lever des fonds, c'est mieux de commencer dans le dur. Dès que tu commences à avoir une traction, tu lèves. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus compliqué d'avoir réussi trop tôt, et puis en fait derrière c'est pas ton argent, c'est l'argent des investisseurs, tu fais n'importe quoi, tu fais la fête, tu machin, t'as l'impression que t'as gagné, alors c'est là que ça commence le plus dur. Ouais. Donc moi j'aime bien cette approche de se confronter au marché dans le dur, aller vraiment, et que quand tu vois une traction, tu sais, ça commence à... Tu sais, ça frétille. Ouais. Tu sens que là, tu commences dans un bon truc, là, tu peux commencer à lever des fonds. Donc pour moi, c'est déjà ça. Pas lever trop tôt. Lever au bon moment, même si on sait jamais quand c'est le bon moment, mais en tout cas, pas lever trop tôt. Et après, un enjeu fondamental, hein, je remets ça sur le tapis, mais savoir bien s'entourer. Savoir bien s'entourer. Moi, je vois le nombre d'entrepreneurs qui sont pris la tête avec leurs associés, ça part au tribunal, c'est compliqué. Donc un des conseils directs de base aussi, c'est de contractualiser les choses. Donc quand vous rencontrez des futurs associés potentiels, prenez un bout de papier. Dans quoi je suis bon, dans quoi je suis pas bon. Qu'est-ce que je veux faire, que je peux apporter, qu'est-ce que je veux surtout pas faire. Ouais. Déjà, tu commences par ça. Ah bah tiens, toi tu fais ça, tu fais pas ça, toi tu... Ok, bah il nous manque peut-être un troisième. Parce qu'en fait, là, c'est pas cartographié. Ouais. Ah bah peut-être qu'il nous faut un troisième pour aller chercher autre chose. Derrière, tu fais un pacte d'associés blindé. Tu réfléchis au pire. S'il y a un décès, ok, s'il y a un décès, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, mais est-ce que c'est la mère de ton fils ou ta belle-mère qui va récupérer les parts sociales et ça va foutre le bazar? Ou est-ce que justement tu mets en place une clause qui fait que ça repart à ton associé? Est-ce que vraiment tu envisages tous les scénarios les plus compliqués, les plus dramatiques possibles? Tu les mets sur papier, tu contractualises dès le départ. Et en fait, après, dans la logique, t'as anticipé les pires scénarios. Après, normalement, tout devrait bien rouler. Ouais. Entre guillemets. C'est comme une autre erreur fondamentale, c'est le 50-50. Quand tu démarres avec un associé, bon bah allez, 50-50. Non, ça c'est un red flag chez les investisseurs. Il y a personne qui décide. Donc en fait, c'est vraiment un red flag, c'est un drapeau rouge. 51-49.
Je veux un boss, je veux un responsable, c'est à lui qu'on tape si ça va pas. Même si l'autre aussi il est responsable. 51-49 ça va, 50-50 moi ça me rassure pas. Ouais, bah c'est... Parce que ça bloque. Ça bloque, ouais. Ok. Et c'est... comment dire est-ce que toi, tu as eu des moments de levée où ça... Parce que ça... Ils ont levé trop vite. Ils ont voulu scaler trop vite et du coup, ils se sont cassés la gueule. T'as une anecdote là-dessus? Des anecdotes... Après, je vais anonymiser, je vais pas forcément en parler, mais des personnes, enfin des projets en question. Mais j'ai vu que ça. Hein. J'en ai vu... Toi-même, tu sais, hein, les milieux de startups, c'est un peu comme les Hunger Games. Ouais. Il en restera qu'un. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que au bout de 3 ans, tu as 90% des startups qui meurent. Ouais, j'en ai vu un. J'ai vu un projet qui était pourtant franchement sexy sur le papier, hein, avec une belle licence, un projet qui était dans le Web3, avec un jeu vidéo, etc. Ils avaient 3 millions de mémoire. Équipe surdimensionnée. Ouais. Pas de rentabilité. Finalement, problème de licence, ça marche pas. Boum, plus rien. Ok. Donc j'ai anonymisé, j'ai pas parlé du projet, mais là c'est un projet récent que j'ai vu planter à cause de ça. Okay. Donc pareil, recruter, moi j'ai vraiment une vision, c'est des charges, hein, surtout en France. Tu recrutes que quand déjà tu commences à sortir du cash. Ouais. Et moi j'en vois plein qui sont pré-revenus dans leur startup. Ils ont pas encore fait 1 euro. Le premier, il y a 10 000 euros qui sortent. Mais moi je laisse tomber, moi je dors plus. Selon toi, c'est quoi le premier recrutement qu'il faut? C'est le sales? Alors déjà, oui. Déjà, à la base, il te faut un sales. Déjà, pour moi, je pars du principe, un fondateur, ou un cofondateur doit être le premier sales de sa boîte. Ouais. Si c'est pas toi le sales, va en chercher un. Ouais. Et tu vois, là, nous, chez l'ami, on est plusieurs associés, mais essentiellement, on est 2 qui sont visibles, et 2 qui sont cofondateurs, mon associé et moi-même, mon associé Éloi. Moi, je suis celui... je fais des événements, je serre les mains, je vais en networking, tu vois, je suis la face visible de l'iceberg. Ouais. Lui, c'est la face invisible, tu vois, il est pas non plus totalement invisible, mais il bulle des produits ou autre. Ouais. Et on est ultra complémentaires. Et en fait, ça apporte vraiment les 2 faces d'une même pièce, tu vois. On est... les gens disent, mais on comprend pas comment vous entendez si bien, vous êtes tellement différents. Mais c'est ça qui fait notre force. Et donc, je dirais, un profil, tu vois, un peu plus gestionnaire. Et un profil plus entrepreneur. Ouais. Et je vais un peu faire l'analogie d'un podcast que j'avais vu sur Marc Simoncini, que j'aime beaucoup, qui est mon associé. Il disait, il y a 2 types de personnes. Il y a celui qui raconte un truc complètement fou. Oui, et qu'est-ce qu'on peut faire de plus, et machin, et là. Moi, je suis le oui, et. Ok, viens, on va lancer des trucs sur la Lune. Ouais, après, on va aller à Pluton, et machin. Super. Mais sauf que lui... S'il est tout seul, c'est dangereux. Ouais. Il faut un autre profil qui dit oui, mais si on l'envoie sur la Lune, attention, la température fait que nanana. Et le oui, mais évite que le oui est en prison ou fasse n'importe quoi. Ouais. Et pareil, celui qui dit oui, mais il lui faut un oui et pour aller casser les barrières, aller penser au-delà de ce qui est possible. Donc je pense que c'est ce genre 2 profils que je retrouve assez souvent, tu vois, dans mon parcours entrepreneurial, tu vois, d'avoir vraiment ces 2 profils-là, et je trouve que ça résume assez bien. Si tu as déjà ces 2 profils-là dans ta boîte, logiquement, elle démarre bien. Ok, très bien. Ah, c'est pas mal. Dans la mine, vous avez fait des pivots ou pas? Des quoi? Vous avez pivoté d'un projet à l'autre, ouais, stratégie bon. C'était quoi le pivot? On a testé tout un tas de choses. Hein. Effectivement, au départ, on a commencé... comme moi, j'avais quand même une petite légitimité derrière moi en termes de Web3. On a commencé à accompagner des startups en incubation. Ouais. Après, on a pivoté un peu plus sur du consulting. La prospection, tout ça. Et oui, c'est ça. C'est en fait comme on s'est rendu compte que ce marché, en plus dans le startup Web3, il n'y a plus d'argent. Notre client cible, c'est la misère. Donc, on a évolué vers gros hacking, prospection automatisée. Donc, on a fait ça pendant pas mal de temps. Ça marchouillait pas trop mal. Mais le virage de l'IA, il est arrivé. Nous, on a commencé à s'amuser avec tout un tas de choses. Et donc, de là, effectivement, là, on a plus pivoté là, sur ce qu'on fait aujourd'hui, essentiellement. C'est-à-dire de la formation, des conférences, même si c'est pas ce qui nous rémunère le plus, en tout cas ce qui nous fait connaître, mais surtout développement de solutions logicielles SaaS et d'agentique déployées chez nos clients. Okay. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout ça, c'est les plusieurs phases d'une même pièce. Moi, j'ai vu il y a pas longtemps une porteuse de projet, elle voulait qu'on automatise. En fait, finalement, on a développé un SaaS
Et maintenant que ça s'est développé, qu'elle adore, on est en train de développer un agent. Ben maintenant, elle me dit comment on lève des fonds. Bah là, on revient sur notre expertise d'incubation, on l'accompagne sur le pitch deck, et après, elle va aller chercher plus de clients, on va lui apporter nos compétences en prospection. Donc finalement, toutes les différentes étapes du pivot de la mine, à un moment donné, c'est une chaîne de valeur qui nous permet de leur adresser dans les différentes situations. Ok. Donc tu sais, c'est pas en mode, on a fait un truc qu'on fera plus jamais et qui nous sert plus. C'est en mode, chaque étape, chaque pivot nourrit le reste de ce qu'on fait et apporte vraiment une vision assez 360. Ok. Et comment tu fais, par exemple? Là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Là, c'est récemment OpenClaw. Si tu le fais pas, bah, tu rates un truc. En fait, il y a beaucoup de buzzwords en fait, qui arrivent souvent et tout le temps. Et comment tu fais pour rester concentré sur tout ce que tu dois faire et ne pas courir derrière ces buzzwords-là, en fait? Ouais, bah, c'est une bonne question. Moi, j'ai toujours une approche... je suis assez précurseur sur toutes les technos, enfin je regarde tout, j'adore ça. Mais j'aime bien laisser passer le premier train. Ok. Pas le premier wagon. Je laisse pas passer 2-3 TGV, hein. Je laisse passer le premier. Je regarde comment ça se plante, je regarde machin, je fais le tri un peu du bon grain de livret, et après j'y vais. Ok. Ou pas. Donc là, tu vois, par exemple, OpenClaw, ouais, ça part dans tous les sens, les machins, bon, super les gars. J'ai commencé à m'y mettre tout doucement là. Maintenant que le truc il était un peu nettoyé, que les gens ils ont supprimé leur ordinateur, qu'ils ont fait tout et n'importe quoi, maintenant je vais y aller tranquillement. Ok. Tu sais, je suis un peu celui qui suit le tout premier. Ok. Et tu l'utilises pourquoi? C'est quoi le Alors moi, je te dis, aujourd'hui, OpenClaw, je suis pas trop dessus. Enfin, j'ai commencé un peu à le paramétrer, mais je l'utilise pas trop. Par contre, on a un de nos agents IA qui passe sur OpenClaw pour le coup, mais qui est vraiment incroyable, qui permet en fait de préparer tous mes rendez-vous. Ok. Donc là, par exemple, avant ce podcast, j'ai un résumé sur toi, tes activités et sur les axes de vente que je pourrais mettre en place. Ouais. Donc j'ai mes avant-ventes qui sont faites automatiquement. Ok. Pareil, j'ai mes après-ventes. Tu vois, quand j'ai un rendez-vous, un meet, boum, il y a mon agent IA qui tourne automatique, qui me fait un scorecard de ce rendez-vous. Donc je peux savoir à quel niveau le rendez-vous était qualité ou pas. Il me fait mon résumé après avec des axes, des axes de prospection ou des axes pour aller sur la suite. Ça, c'est vraiment des choses dans la vente que j'ai mis en place qui me changent la vie littéralement. Ouais, ça fait gagner du temps. Ouais. Pareil, tous mes rendez-vous, j'utilise un Calendly. Donc j'ai un outil de rendez-vous Calendly. Ouais. On est en train de développer le nôtre. D'ailleurs, il est quasiment fini. Bah, t'as le code.com, il est open source, tu peux le... Du coup, il est build à partir de code.com, Ok. pour le coup. Et donc, du coup, on a cet outil-là qui nous permet de prendre des rendez-vous. Et en fait, derrière, moi, je récupère un petit peu de data, ce qui me permet après de faire mon lead scoring, de pouvoir un peu voir en fonction des questions qu'ils m'ont posées le taux de chance ou non de pouvoir après closer un deal. Ok. Donc ouais, ça aide vachement en fait. Ouais. Ça fait un deuxième cerveau C'est ça. ou de l'assistance intelligente qui te permet en fait d'aller sereinement à tes rendez-vous et à ne pas aussi la prise de notes. C'est des choses qui sont des cas d'usage qui sont très intéressants que tout le monde devrait mettre en place. Ouais. Moi, l'idée finale, c'est d'avoir mon Jarvis. Tu vois, je vais avoir mon Jarvis, mon casque, comme dans Iron Man. Ouais. Oui, allô, vas-y, mets le chauffage chez moi. Je vais arriver dans 5 minutes, prépare-moi un café. Mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder, ouais. Et c'est quoi la croyance qui te fait perdre plus de temps? C'est une bonne question. Je m'as donné une colle. La croyance qui me fait perdre plus de temps. Allez, si. Que c'est pas possible. Toute ma vie, on m'a dit Romain, c'est pas possible. Romain, c'est pas possible. Enfin, de changer sans arrêt de poste, de changer de machin commercial. Et je suis quelqu'un de têtu, et je suis quelqu'un d'assez anticonformiste. Je pense que tu l'as remarqué. Ouais. Donc quand on me dit que c'est pas possible, j'aime bien aller voir ce qui va se passer. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai quand même perdu pas mal de temps. Tu vois, si je m'étais écouté plus tôt, j'aurais arrêté infirmier plus tôt. J'aurais changé, j'aurais pivoté. Mais je pensais pas que c'était possible. Pareil, à 18 ans, je voulais déjà me lancer dans l'immobilier. À 18 ans, j'avais déjà réfléchi au système de rendement locatif ou autre. Je l'ai pas fait pour plein de raisons, parce que les gens m'ont dit que c'était pas possible. Mais si je l'avais fait, aujourd'hui, j'aurais sûrement un parc immobilier incroyable. Et donc vraiment, ce qui m'a fait perdre plus le temps, c'est les pensées limitantes d'autrui Okay. ou de la société.
Et là, aujourd'hui, tu vois, là, j'ai sur mes 40 ans, je vais avoir 40 ans au mois d'avril. Tu vois, je suis un peu l'âge de la maturité, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, bah, tu vois, j'ai compris vraiment qu'il fallait pas écouter les gens. Qu'il fallait écouter ce que t'as dans le ventre, ce que t'as dans les tripes. Et j'aime bien cette citation de Mark Twain. On meurt à 25 ans, mais on survit, je crois. Enfin, je dis plus tout à fait, c'est on meurt à 25 ans et on continue à survivre pendant 50 ans. Et moi, je vois plein de gens, ils sont là dans la rue, ils se baladent, ils ont peur de tout. J'ose pas quitter mon job, j'ose pas quitter ma femme parce que machin. Mais arrêtez, les gars. Attention, là, tu... Enfin, je dis pas divorcer tous, mais en vrai, vaut mieux. Est-ce que t'as été marié? Non, j'ai pas été marié. Il n'y en a pas encore une qui a réussi à me supporter. Incroyable. Bah, du coup, attention, parce que sinon, toi aussi, t'es genre à divorcer, quoi. Mais en vrai, Incite-les à se lancer, au moins. ouais, mais vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage. Moi, je vois des gens, t'as des gamins qui sont malheureux parce que monsieur et madame, ils s'envoient plein la tronche, etc. Mais divorcer, arrêtez de foutre le bazar dans les week-ends chez la famille, vous cassez l'ambiance. Divorcez un bon coup, allez voir ailleurs et soyez heureux, enfin, tu vois. Je pense que c'est pareil en start-up. Tu sais, en start-up, les gens qui ont leur truc qui marche pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. T'as des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le même projet qui n'a jamais marché. Mais j'ai rien de pire que de mourir lentement. Arrête, stop, liquide ta boîte, passe à autre chose et recommence. Et les gens, ils ont peur. En fait, ils ont peur de ouais, mais je repars à zéro. Non, tu repars jamais à zéro. C'est leur bébé, en fait. C'est Ils ça. n'arrivent pas à s'en séparer. Exactement. Moi, si tu veux, je trouve que si ta situation ne te rend pas épanoui, une journée, ça va. Ce que disait Alexandre Astier. Une journée, ça va. Une semaine, ça va. Bah, ça va. Bon. Un mois, pose-toi des questions. Ça fait 3 ans que tu t'emmerdes avec une femme que tu supportes pas, dans un métier que tu supportes pas, avec un environnement qui va pas, c'est qu'à un moment donné, t'aimes bien être malheureux. Ouais. Ou alors, change des choses. Ouais. Et je dis pas de changer tout, mais c'est sûr que si t'es malheureux dans ta vie pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est peut-être qu'il faut changer des choses. Ouais, non, il faut être courageux, en fait, et aller de l'avant, quoi. Donc, c'est ça, il y a un souci. C'est pour ça que ce métier-là d'entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde. Ah bah non, fait, voilà. non. Est-ce que toi, ça t'est arrivé des moments où tu t'es dit, bah, qu'est-ce que je fous là? Il faut que j'arrête tout. Tous les jours. Tous les jours. Mais quelle idée. Faut être cinglé. C'est tu règles un problème, t'as un autre problème, quand j'en ai un autre problème. Parce que quand tu fais de la croissance derrière, t'as des recrutements, t'as des machins, t'as que des problèmes. Tous les jours. Il y a au moins un moment donné, enfin tous les jours, façon de parler, hein, mais je me dis, mais quelle idée, faut vraiment être fou. Ouais, mais c'est quand même cool, j'adore ma vie, puis après ça repart. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que moi, je sais pas toi, mais moi je doute tout le temps, je me pose des questions, je me remets en question. Ouais. Et en fait, il faut pas croire que même un Xavier Niel, même des personnes qui ont entre guillemets réussi. Bah lui, Xavier Niel, il a dit qu'il se plante tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais c'est. J'ai vu un interview à lui, il disait que heureusement que je suis pas intelligent. Ouais. Tu l'as vu, je l'ai vu celui-là, j'adore. Il a raison parce qu'il dit. D'ailleurs dans ce podcast, il dit ouais, il y a un pote à lui. Ouais, je vais faire UMC, après je vais faire Stanford, puis je vais faire 3 ans de salariat, après je vais me lancer en entrepreneuriat. C'est trop tard. Non, arrête. Vas-y, enfin, sors de chez toi, vas-y, lance un truc. Ouais. Et ça revient à ce que je disais d'Audiard tout à l'heure là. Un con qui marche, ça va plus loin que 2 esprits brillants qu'assis. Ouais. Et en fait, pour moi, l'intelligence la plus noble, c'est l'adaptation. La capacité de s'adapter. Et donc, par rapport à ça, pour moi, un entrepreneur doit comprendre la réalité du terrain et doit se lancer. À un moment donné, il faut y aller. Et moi, j'en vois tellement, même dans mon entourage. Hein. Ouais, mais attends, je stabilise, après, dans 6 mois, dans 1 an, c'est faux, ça n'arrivera pas. Enfin... ouais. C'est toi, par exemple, toi, quand tu as des moments de doute comme ça, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta routine? Je mets mon cerveau en pause, tu vois, je vais aller voir des potes, on va aller boire un coup. Après, j'ai de la chance, je suis bien entouré, j'ai un super associé qui est aussi un ami très proche, tu vois. Moi, je sais que moi, j'ai aussi cette chance, tu vois, c'est que j'ai pas vraiment de différence entre le perso et le pro. Tous les gens avec qui je travaille finissent par devenir tôt ou tard plus ou moins des amis. Ouais. Donc, si tu veux, j'essaie de sortir de casser ma routine et de changer un petit peu mon mindset. Raison pour laquelle, tu vois, c'est pareil, tu vois, j'aime bien aussi changer de lieu de travail. Tu vois, je vais dans les coworking, je change d'endroit, etc. Et en fait, dès le moment donné où tu sors de ta zone de confort et que, en fait, tu fais un cheat code dans ton cerveau
qui lui permet de le reprogrammer différemment. Et à mon sens, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est ça qui marche. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en vrai, quand je suis face à un mur, en fait, il suffit juste des fois de décaler et tu trouves la sortie. Ouais. Mais il faut juste se décaler un tout petit peu. Ok. Tout à l'heure, tu me parlais de bien s'entourer. Comment tu choisis les gens, toi Les valeurs humaines. Je suis très très vieille école là-dessus. Tu vois, c'est un truc tout bête, hein. Mais tu sais, quand tu rentres chez un ami ou chez quelqu'un pour la première fois, tu vois des chaussures à l'entrée. Il y en a qui vont arriver comme des gros sauvages, et 90%, ils vont arriver avec leurs chaussures, même si elles sont pleines de boue. Bah, moi, si je vois quelqu'un, tu vois, qui est dans mon toit, je vois qu'il va, il va regarder, il y a des chaussures à l'entrée, il y a même des tongs. Donc ça va peut-être dire que chez eux, on enlève les chaussures, et directement, il va proposer aux personnes d'enlever les chaussures. Ouais. Ça, c'est un signal pour moi d'éducation. Ouais. On vit dans un monde où les valeurs se perdent. Un bonjour, un merci, l'heure. Les gens, ils sont radins. Même le bonjour, De plus en plus. Tu dis bonjour, Ah ouais. Il dit pourquoi je vais te dire bonjour, j'ai rien. Moi, quand je suis arrivé sur l'île, parce que je suis pas un Lillois de base, hein, même si c'est ma ville de cœur maintenant, je suis arrivé sur l'île, je me souviens toujours, mon premier dimanche dans la boulangerie, je cherchais des petits pains, des croissants pour mon ex-copine de l'époque. Et j'arrive dans la boulangerie, bonjour. 1 sur 3. En fait, les clients ne répondaient pas. Parce que pour eux, c'était pas eux le bonjour. Et dans la boulangerie, tu en as une sur les 3 qui a répondu bonjour. Je dis, mais c'est quoi ce nouveau métavers? Je comprenais pas. Tu vois? Mais ouais, c'est bizarre. Mais rien qu'un truc, tu vois, t'arrives moi le lundi, j'appelle mes collaborateurs, bonjour, ça va, nanana. Tu vois, tu commences bien la semaine, tu finis bien la semaine. D'être attentif aussi à son entourage. Et des valeurs. Tu vois, des choses qui se perdent. Donc, moi, vraiment, je dirais, fondamentalement, c'est ça, moi, la première chose. Je n'écoute pas ce que les gens disent, je regarde ce qu'ils font. Ok. Et du coup, par exemple, la notion aussi d'horaire. T'as pu le voir, hein, même là, ici, pour le podcast, je suis arrivé... T'es arrivé avant moi. Je suis même arrivé... toi, t'es arrivé même avant l'heure. Moi, je suis arrivé une demi-heure en avance. Mais en fait, moi, alors qu'en plus, je suis quelqu'un de très... je suis mal à m'organiser dans la vraie vie, mais je m'impose vraiment une exigence, une discipline, vraiment, il n'y a pas de no-show, tu vois, c'est rarissime, ça m'arrive, hein, mais c'est rarissime que je plante un rendez-vous sans prévenir. Les horaires, tu vois, si j'ai 2 minutes de retard, vraiment, je m'excuse. Après, tu sais que la vie entrepreneuriale, c'est pas toujours évident, mais je m'impose cette discipline et vraiment, je suis ultra exigeant envers moi-même. Et donc, par rapport à ça, moi, quand je vois quelqu'un qui arrive dans une visio 15 minutes avant, après... sans aucune excuse, sans aucune explication, red flag. Peut-être que tu seras mon client, et encore que j'aurai du mal, parce que déjà tu ne respectes pas mon temps, mais en tout cas tu ne seras jamais un associé, tu ne seras jamais un partenaire, c'est mort. Ok, ouais, tu le radis direct. Ouais, c'est pour ça que moi ce qui m'intéresse plus dans mon entourage, c'est plutôt les soft skills que les hard skills. Okay. C'est-à-dire vraiment la façon de se comporter, la curiosité, les valeurs, les machins. Les hard skills, tu peux les développer. Moi, j'ai un diplôme d'infirmier, j'enseigne à Epitech, j'enseigne en business school, j'enseigne dans tout un tas d'écoles, et j'ai appris par moi-même en autodidacte. Ouais. Donc les hard skills, si tu mets suffisamment de temps, tu les développes. Okay. Par contre, l'éducation, moi, je peux pas te la refaire. Si t'es pas éduqué, c'est mort. Ouais, c'est mort. Ou alors, si t'es névrosé, c'est trop long. 3 ans de psychothérapie. Reviens voir dans 3 ans. Fais ta psychothérapie, on verra plus tard. Ouais, tu vas dire que j'ai pas été ton père pendant ce temps-là. C'est ça, exactement. J'ai pas te rééduqué. Exactement, c'est ça. Le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné. Le meilleur conseil, fais-toi confiance. C'est beau. Ouais, fais-toi confiance. Crois en toi. Pour tout te dire, moi je suis issu d'un milieu ouvrier, classe populaire. Tu vois, j'ai quand même eu beaucoup besoin de prouver des choses. Tu vois, prouver que je pouvais sortir de ma condition sociale. Tu sais, c'est un peu comme Bernard Tapie. Moi, c'est pareil, c'est un de mes modèles entrepreneurial. On l'aime, on l'aime pas, peu importe. Moi, pour moi, c'est un génie. Avec certaines casseroles, mais tous les génies ne sont pas non plus tout lisses. Et en fait, j'aimais bien ce qu'il disait. C'est en mode, ce qui me gênait, c'était le regard que les gens portaient sur sa famille. Et moi, c'était un peu ça, tu vois. C'était en mode, tu vois, je voulais vraiment, entre guillemets, être regardé différemment. Okay. Donc, tu vois, j'ai eu toujours ce besoin-là dans mon enfance, tu vois, d'aller au-delà de la limitation
que mon statut social initial m'imposait. Et donc au départ, c'était vraiment une énergie un peu revendicatrice que j'ai eue. Là aujourd'hui, c'est plus la même chose. Parce que tu vois, je suis arrivé aussi à un niveau où je fais des choses non plus par effet miroir, enfin par effet négatif, de prouver aux autres. Maintenant, je l'ai fait pour moi. Ok. Mais au départ, c'était un levier pour pouvoir montrer que je valais autre chose que ma condition sociale initiale. Ok. Ok, ça marche. Ouais, ça montre que tu avais des objectifs, tu étais déterminé dans ce que tu voulais. Donc, C'est ça. Ouais. Ok, ça marche. Euh, euh, Quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour continuer sur ta ligne entrepreneuriale? J'ai tout sacrifié. Tout. Littéralement. Ouais, ouais. J'ai perdu des relations sentimentales, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des moments de ma vie où, niveau financier, c'était dur. Donc tu sors pas avec les copains, tu peux pas aller en vacances ou autre. Enfin, tout. Ouais, à un moment donné, j'ai sacrifié ma santé, j'ai vraiment sacrifié... Enfin, pas tout en même temps, hein, Tu mais... n'avais pas le temps de faire du sport, en fait. Ouais, sport aussi, ouais, mon hygiène de vie. C'est sûr que entreprendre, c'est un sacerdoce. Vraiment, c'est sûr que... surtout quand tu démarres. Quand tu démarres, c'est compliqué. Donc, j'ai à peu près tout sacrifié à un moment donné de ma vie. Enfin, Ok. pas tout en même temps. Heureusement, j'avais quand même d'autres choses à côté. Mais j'ai à peu près sacrifié au moins un élément à chaque fois. Mais pour moi, le sacrifice est nécessaire. Parce que si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Oui, ouais, exact. Et moi, j'aime à dire que tu apprécies un bon plat dans un bon restaurant, un gastronomique par exemple, pourquoi pas, si tu sais ce que c'est à un moment donné, que t'as pas toujours eu ton assiette remplie. Ouais. Tu vois, moi j'aime bien le confort, hein, tu vois, j'aime bien les belles choses, les beaux costards, les belles montres, j'aime bien les beaux hôtels. Je sais ce que c'est aussi les motels à Paris, tu vois, à 60 balles la nuit, parce que voilà, tu vis à un moment donné un peu difficile. Mais moi j'en suis fier de tout ça, parce que j'ai les pieds sur terre, j'ai la tête dans les étoiles, mais je connais vraiment un petit peu les deux éléments. Ouais, c'est très bien. Ça marche. Parlons un peu de l'ANIA, maintenant, de l'Association nationale d'intelligence artificielle, dont tu es ambassadeur. Ouais. Tu peux en dire un peu plus qu'est-ce que c'est quoi ses objectifs, il est destiné à qui? Bien sûr. Alors l'ANIA, c'est une association du coup qui a été développée par Alexis Choron et Erwan et d'autres à l'initiative à Paris. Ils étaient à peu près 4-5 entrepreneurs qui se sont dit tiens, pourquoi on ne développerait pas quelque chose pour fédérer les choses et puis pour avoir un levier pour pouvoir parler aussi aux politiques, leur faire comprendre que les enjeux de souveraineté, faut y aller maintenant, leur faire comprendre que ça accélère, qu'il faut former les gamins en école supérieure, enfin bref, porter cette voie de la technologie au plus grand nombre. Et donc, suite à ça, moi j'ai fait un événement sur Paris où justement j'ai rencontré Alexis Choron, qui est un ami que je connaissais déjà de l'époque du Web3 de la blockchain, qui me dit écoute Romain, on est en train de fédérer ça, est-ce que ça te branche? Moi j'ai foncé directement, ça m'intéressait. Et donc vraiment la mission de l'ANIA, c'est... alors, il y en a différentes, hein, et je suis peut-être pas forcément mieux placé pour en parler, mais en tout cas en tant qu'ambassadeur, c'est les valeurs que je porte. C'est vraiment d'acculturer, de porter le message dans les CCI, dans les écoles, auprès des municipalités, des collectivités locales, auprès finalement de tous les acteurs et tous les décideurs, pouvoir passer ce message, ces messages, tu vois, de formation, d'éducation, d'acculturation, pour pouvoir que la France ne se trouve pas 8 ans de retard derrière la Chine, derrière la Corée et derrière tous ces pays qui ont vraiment une approche AI native. Ouais, il faut avancer là-dessus, ouais. Voilà. Ouais, très bien. Et c'est à destiné à qui? Aux entreprises Ouais, en fait, là aujourd'hui, c'est une association qui est encore un peu jeune, donc faut le temps aussi que ça se mette en place. Mais dans l'idée, c'est destiné effectivement à des entrepreneurs, ça peut être des startups, tous des acteurs qui gravitent de près ou de loin dans l'IA, ou en tout cas des choses qui s'intéressent. C'est destiné à ça pour pouvoir fédérer en fait tous ces acteurs. Ok. C'est un petit peu côté, on va dire aussi... pas fédération, c'est pas le terme, mais ça réunit différents acteurs de l'IA. Et pareil, entre un Lillois, un Marseillais, un Toulousain, en fait, t'as pas les mêmes insights, tu peux te parler, et en fait, ça n'existait pas. Il n'y avait pas aujourd'hui vraiment une association qui fédérait ces acteurs de l'IA. Donc c'est pour ça que ça a été créé. Il y a des événements? Comment? Il y a des événements. Il y a des événements, donc il y en a à Paris, je crois qu'il y en a à Toulouse. J'ai prévu aussi bientôt d'en faire un à Lille. Et donc c'est aussi ce qui s'inscrit
dans la continuité de ce qu'on avait mis en place, d'où initialement avec Leader Suite, on avait voulu créer un événement autour des acteurs de la tech et de l'IA. Et donc, quand on me l'a proposé, j'avais déjà à peu près 5 événements de Leader Suite. Donc, on a trouvé que ça pouvait être intéressant de faire le lien entre les deux. Ouais. Et sympathique d'ailleurs, Leader Smith, on s'est rencontrés là-bas. On s'est rencontrés, ouais. Donc, il y a l'échange entre des gens qui viennent comme ils sont. Et on échange sur les pratiques, sur les cas d'usage qu'on fait. Et franchement, c'était très sympathique. Du coup, pour ceux qui veulent venir, c'est tous les mois. Je me sens, ouais, c'est ça. Vous allez sur Google ou sur votre GPT ou n'importe quel outil habituel. Vous tapez juste Lil Leader Smith, qui est un acronyme de LLM, Large Language Model. C'est pas un hasard. Bon, il n'y a pas besoin de développer 8 agents IA dans la nuit ou d'être ingénieur pour venir, mais minimum des personnes qui s'intéressent à la tech, aux startups ou à l'IA. C'est vraiment pour ça qu'on l'a développé. En fait, on a trouvé avec mon cofondateur Sébastien qu'il n'existait pas un événement vraiment pour fédérer des personnes qui s'intéressent à cette nouvelle technologie. Ouais. Donc comme ça n'existait pas, on l'a créé, alors qu'à Paris, t'en as 8 tous les jours, le lendemain, t'en as 4. À Lille, on trouvait que ça n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'on a eu la volonté de le créer. Donc c'est chaque premier vendredi du mois, au Mesa, qui est en plus un endroit super joli, rooftop, ouais. avec là, le printemps qui va arriver, on va être nickel. Et donc du coup, effectivement, c'est un endroit sans étiquette, sans carte de visite, sans bullshit, où tu rencontres à la fois un étudiant en école supérieure, un alternant, un investisseur, un start-upper, quelqu'un qui est un cadre supérieur dans un grand groupe. Vraiment, c'est assez varié. Homogène, ouais. Homogène, ouais. Ouais, c'est très bien. Bon, en tout cas, je te remercie pour cet échange. On arrive rapidement à la fin, le temps passe vite. Merci à toi. En tout cas, cette discussion amusante avec toi, j'aime bien. Et maintenant, ceux qui veulent te suivre, on peut te trouver où ? Google Me, vous pouvez me rechercher forcément sur Google. Okay. Romain Bayeul, j'ai mon site web romainbayeul.fr. Sinon, il y a le site web de ma boîte qui s'appelle Lamine, la-mine.io. On est aussi en train de développer pour des potentiels start-upers qui voudraient avoir un accompagnement et le startup studio qui s'appelle Lamine Studio. Sinon, je suis aussi très présent sur toutes les plateformes. Hein. Sur LinkedIn, vous tapez Romain Bayeul, vous me trouvez direct. Okay. J'ai aussi Instagram, TikTok. Voilà, il y a plein de façons de me trouver. Très bien. Il y a une question que je pose souvent aux invités. Est-ce que ça vous tente de se revoir d'ici 6 mois, 1 an, pour voir comment ça se continue son cours? Est-ce que ça change? Est-ce que l'automatisation, vous avez mis encore des nouvelles choses en place? Écoute, ouais, avec plaisir. Sachant que aujourd'hui, dans le monde de la tech, 6 mois, c'est 6 ans. Hein. Ça va tellement vite. Ouais, ça dépend, ouais. Ça va tellement vite, donc ouais, avec grand plaisir. Il y en a qui disent ça va tellement vite. Il y en a qui disent ouais, c'est trop... Ça, 6 mois, c'est peu, en fait. Ouais, mais moi vraiment... Moi-même, hein, pourtant, je vends du temps à mes clients, enfin, entre guillemets, je leur donne plus de temps. Moi-même, j'ai pas le temps de tout suivre, j'ai pas le temps de tout faire. J'ai même une frustration, il y a des jouets partout, il y a des trucs partout qui arrivent. Et je peux pas tout faire. Ouais, c'est vrai que c'est ça le problème. On veut tout faire, mais il faudra trouver le temps, et ça, c'est le plus difficile. C'est ce qu'on a de plus cher, donc on peut pas se cloner, se dupliquer. Pas encore. Pas encore, mais... Peut-être ça va arriver un jour, mais en tout cas, ouais. Il faut choisir sa priorité, en fait. C'est ça, ouais. Ça marche. Merci Romain. Merci à toi. À une prochaine fois. À bientôt.